Merci de nous rejoindre pour cet épisode sur la mobilité et l'emploi et on commence tout de suite avec la mobilité. Alors monsieur Jolivet, je vais vous montrer un témoignage d'une jeune étudiante qui a quelque chose à vous dire concernant la mobilité. L'année dernière, j'étais en licence de psychologie à Tours et comme beaucoup de personnes, j'ai utilisé la départementale 943. Route dangereuse, accidents mortels, beaucoup de poids lourds. Savez-vous qu'on appelle cette route la route de la peur ? En tant qu'élu, que feriez-vous pour sécuriser la route ? Alors quelles sont vos réactions ? Eh bien, cette jeune femme m'explique qu'elle a fait des études à Tours et que Tours-Châteauroux, c'était la galère et que c'était la route de la peur. C'est encore la galère. C'est toujours la galère. C'est la galère depuis longtemps. Et c'est la galère d'autant plus que les étudiants berrichons vont souvent à Tours faire des études. Exact. Qu'est-ce qu'on fait alors pour ces étudiants ? Si je vous disais la route sera mise en 2 fois 2 voies et les travaux vont se faire et dans 5 ans ce sera en sécurité, je mentirais. La mobilité, ce n'est pas que la mobilité physique aujourd'hui, c'est aussi la mobilité avec le numérique. Et je pense que même s'il y aura des travaux, puisque la route sera modernisée pour le contournement de Villedieu, qui est un passage difficile, qui est dans l'Indre, ce ne sera pas des travaux partout sur toute la route, ce serait mentir. Donc faire et dire ce que l'on fait, ce n'est pas donner de faux espoirs. Donc pas de travaux pour cette route ? Il y aura des travaux, mais à la marge. Ça coûte très cher et on n'est pas trop dans l'ère du développement durable, pour le coup, avec l'utilisation et la multiplication des véhicules. Pour autant, il y a 2 réponses. La première réponse, c'est que je ne sais pas s'il y a de la psychologie à Orléans ou à Limoges, mais en tous les cas, sans doute faudra-t-il revoir les cartes et les centres d'intérêt, puisqu'on a beaucoup d'étudiants aujourd'hui qui vont vers Orléans à cause du train, quand ils roulent bien. Ça, on reviendra sur le POLT tout à l'heure. Et qui vont à Limoges. Ensuite, je rencontrais récemment une jeune fille de Creuse qui m'expliquait qu'elle avait un diplôme de Cambridge et qu'elle était allée 4 mois en facial devant des profs à Cambridge, mais qu'elle avait eu tous ses cours en télétravail. Alors c'est vrai que c'est une autre manière de faire. Mais pratiquement, la mobilité aujourd'hui, c'est la mobilité du numérique parce que c'est ce qui rapproche tout ce qui est loin. Vous savez, quand on regarde des films américains ou qu'on achète un ouvrage américain, on voit des étudiants qui ont 45 diplômes. Et on se dit comment font-ils, eux, par rapport à nous. Mais en fait, ils ont passé leur truc en numérique. Et demain, la formation, elle sera numérique, de la même manière qu'elle sera en visioconférence. J'étais à Paris récemment, à la Sorbonne, et vous aviez des étudiants qui étaient face à un écran et ils voyaient leurs profs à Nantes. Et je pense que les choses sont nouvelles. Et quelque part, la mobilité, il ne faut pas la penser qu'avec la mobilité physique, il faut aussi la penser avec la mobilité numérique. Donc la mobilité routière pour les étudiants de l'Indre, elle est pratiquement supprimée et ça passe par une mobilité numérique. Je pense qu'on a une mobilité différente et puis on a la mobilité ferroviaire. Et sans doute faudrait-il penser la carte universitaire. Et ça, c'est un dossier auquel on s'attache. Et on s'est déjà attaché d'ailleurs pour les médecins, puisque les médecins qui sont formés, les berrichons qui vont souvent à la fac de médecine, non pas à Tours, mais à Limoges, ont maintenant la possibilité de faire leur stage, enfin, dans notre département. Vous pouvez retrouver ces problématiques de numérique et de santé dans notre épisode précédent. Alors concernant la mobilité ferroviaire, vous en parliez un peu avec nous, la ligne POLT, donc Paris, Orléans, Limoges, Toulouse, qui relie donc ces villes en train, c'est une blague. Oui, c'est une blague, et pourtant on parle de la ligne à très grande vitesse du début du XXe siècle dans notre pays. Et puis vous avez vu les lignes TGV se faire, Paris-Lyon-Marseille, Paris-Poitiers-Bordeaux et peut-être Toulouse. Et puis notre ligne n'a pas été entretenue depuis 40 ans. Donc toujours 10 minutes de retard, toujours 10 minutes, toujours des choses voir impossibles. Des trains qui roulent pas, et voir des trains qui ne roulent pas d'ailleurs en période de départ en vacances. Oui, puis quel train aussi. Et quel train, Alors, le gouvernement, dans le rapport Duron qui vient d'être livré, a indiqué qu'il y aurait un investissement de 1,5 milliard sur cette ligne. D'ailleurs, les travaux sont en cours, ce qui explique d'ailleurs que la SNCF, pour faire des travaux, soit elle est fait le week-end, soit en semaine. Si elle est fait en semaine, tous ceux qui prennent le train pour aller travailler à Orléans ou à Limoges ne pourraient plus prendre le train, donc privilégient les travaux lourds, parce que c'est des travaux de restructuration de voies, ils arrachent les voies et les remettent, et donc ils privilégient les week-ends. Il faut connaître que sur un départ en vacances, c'est quand même pas facile à comprendre, mais en revanche, l'objectif est bien de moderniser cette ligne. Vous savez qu'on nous avait parlé d'une ligne LGV qui pouvait faire Paris, Clermont, Lyon, Marseille. Ne rêvons pas, elle ne se fera pas. La France n'a plus les moyens de faire ça, elle n'a plus les moyens de faire rêver les gens, parce qu'en fait, le rêve, c'est pousser les gens dans l'extrême parce qu'on dit quelque chose, on ne le fait pas. Donc modernisons cette ligne, c'est des travaux qui ont été décidés, et puis il y a un appel d'offres en cours sur le matériel roulant, et le matériel roulant va être changé. Alors merci d'avoir répondu à ces questions sur la mobilité. On passe tout de suite au thème de l'emploi.
poursuivre avec le thème emploi, je vais vous montrer également un témoignage d'une jeune Castelroussine sur l'emploi. Bonjour, je m'appelle Stéphanie, j'ai 21 ans. Je suis étudiante en master des métiers de l'enseignement, de l'éducation et de la formation pour devenir professeur des écoles. J'étudie à l'ESP de Châteauroux. Pour financer mes études, j'ai dû travailler tous les étés dans le même endroit. C'était un job difficile et j'aurais aimé pouvoir changer d'entreprise chaque été pour avoir de nouvelles expériences et voir de nouvelles choses. Cependant, aucune des autres entreprises que j'ai sollicitées ne m'ont répondu. J'aimerais savoir comment garantir un meilleur accès aux jobs d'été dans l'Indre et faire découvrir aux jeunes les différents jobs que l'on peut exercer quand on est dans le département. Merci beaucoup. Donc là, cette jeune nous parle des jobs d'été. Juste avant d'entendre votre réaction, je voudrais juste vous dire un chiffre. 27,1%, c'est le taux de chômage à Châteauroux chez les jeunes de 15 à 24 ans. Donc voilà, par rapport à ces problématiques d'emploi, je voulais vos réactions. Alors, le spectre 15 à 24 ans est un spectre très large. Certes, mais il est ce qu'il est. Il est ce qu'il est, mais on ne peut pas parler de chômage pour quelqu'un qui n'est pas majeur. En revanche, qu'il y ait aujourd'hui du chômage chez les jeunes, c'est une évidence. D'autant que la mobilité dont on a parlé dans une émission précédente n'est pas toujours facile. On vous invite d'ailleurs à rejoindre et retrouver cette émission en allant en avant de cette vidéo. Cette jeune femme attire mon attention. Elle dit qu'elle est en Master 2 et prépare les métiers d'enseignement. Et elle dit qu'elle a toujours travaillé au même endroit durant l'été parce qu'en fait, elle a besoin de travailler l'été pour se payer ses études. C'est quelque chose que je connais parce que moi-même j'étais pion et j'ai pu travailler aussi l'été avant d'être pion. D'accord. Donc si j'ose dire, rien de nouveau sous le soleil. Oui, elle aurait voulu changer. Alors, je vais répondre. Rien de nouveau sous le soleil, souvent les jobs étudiants sont les jobs étudiants. On n'est pas toujours dans son domaine de compétences. Souvent, on prend l'entreprise qui souhaite vous prendre. Elle précise qu'elle n'a pas eu une expérience suffisante dans l'exercice de son métier, on va dire d'été, et qu'elle aurait voulu quelque chose de plus large. Le spectre, en fait, aujourd'hui, pour un jeune étudiant, quand il cherche du travail, c'est de trouver l'entreprise, en fait, qui va le recruter, d'abord. Et quelque part, il faut la valoriser parce qu'elle a trouvé du travail à chaque fois. Mais dans la même boîte. Mais dans la même boîte. Alors, existe-t-il une banque de données aujourd'hui des emplois vacants offerts aux jeunes dans l'Indre? Non. Comment ça se fait? Comment ça se fait? Parce que personne ne s'en occupe, parce qu'on considère que c'est leur boulot à eux. À partir du mois de mai, ils cherchent et puis ils essayent de trouver quelque chose pour la période juillet-août. Et alors vous, est-ce qu'en tant que député, vous pouvez faire quelque chose pour appuyer une action d'un éventuel regroupement de données pour ces emplois saisonniers? Il existe tout de même des choses, on ne peut pas dire que ça part de rien et que le territoire est en friche. La mission locale jeune, aujourd'hui, reçoit des jobs d'été en annonce, d'une part. D'autre part, par ailleurs, vous avez des collectivités publiques qui recrutent, elles ont l'obligation d'en faire publicité. Donc, cela existe aussi, mais sans doute dans l'ère numérique où nous sommes, sans doute faudrait-il faire en sorte que les entreprises puissent rendre publiques leurs offres. Et aujourd'hui, elles ne le font pas. Pourquoi? Parce que c'est souvent les enfants des salariés des entreprises qui sont recrutés. Sans doute faudrait-il rendre ça public. C'est une bonne idée et je pense que je vais la défendre. Eh bien, ça fait plaisir de voir que vous agissez pour les jeunes et l'emploi des jeunes. Une dernière question sur ce sujet. Que dites-vous aux jeunes qui ont entre 18 et 25 ans, qui ne sont pas forcément formés, qui n'ont pas le droit au RSA et qui du coup s'enferment dans des activités qui peuvent être parfois illégales, parfois contraires aux bonnes mœurs, si je puis dire? Qu'est-ce que vous leur dites aux jeunes? Comment on les aide à sortir de cette assignation à résidence? Alors d'abord, je leur dirais qu'ils sont responsables de leur propre vie, parce qu'ils sont majeurs. Première chose, et que tout acte illégal sera puni. Mais comment on les aide à sortir éventuellement de ce cercle un peu vicieux? C'est un cercle vicieux, mais c'est un cercle vicieux dans lequel on s'est mis. Vous savez, moi, j'ai eu l'occasion de vivre dans des quartiers HLM, à Poitiers. Eh bien, on n'est pas entré dans ce cercle vicieux. Ça veut donc dire que c'est pas parce qu'on a des parents d'origine modeste ou qu'on a des difficultés dans sa famille qu'on est condamné à l'irréparable. Donc d'abord, les jeunes doivent être responsables de leur propre vie. Ensuite, bien évidemment, tout le monde a droit à l'erreur. Tout le monde a droit à l'échec. D'ailleurs, Bill Gates, quand il était chef d'entreprise, a fait 6 faillites et pourtant il a créé Microsoft. D'ailleurs, en France,
Parce que quand on a fait une faillite, on ne peut plus créer d'entreprise. Ça interroge. Qu'est-ce qu'on fait pour ça alors? Ce qu'on fait, c'est se remettre à bord. Mais on ne peut pas remettre à bord les gens contre leur volonté. Donc il faut accepter que les jeunes acceptent la main tendue. Parce qu'il faut être capable de saisir cette main, parce que sans saisir cette main, eh bien, on continue à s'enfoncer. Donc, vous savez que le gouvernement aujourd'hui est en train de réfléchir sur les retours à l'emploi, les retours à la formation tout au long de la vie. On peut commencer par un métier à 24 ans qu'on n'a pas voulu parce qu'on a été dans un échec permanent dans ses études, pour X bonnes raisons ou X mauvaises raisons. Et par ailleurs, comme on sait qu'aujourd'hui la formation tout au long de la vie va être une ardente obligation, retrouver un autre emploi dans un autre domaine. Ce que je veux dire, c'est qu'il n'y a pas de désespoir à entretenir. Il n'y a pas à rendre coupable la société de ce que l'on vit, parce que souvent, on est à l'origine de ses propres turpitudes et de ses propres maux. Alors, les jeunes, j'espère que vous avez suivi le message. Il n'y a pas de désespoir à avoir. Merci de nous avoir suivis et à la semaine prochaine pour une nouvelle émission.